m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors il y a plusieurs manières de demander pardon. Alors par exemple, il y a cette phrase assez banale, je m'excuse. Et puis il y a une formule tout de même un peu plus juste, je te demande pardon. Je suis sûre que la différence n'échappe à personne. Cela étant dit, il y a des gens qui sont tout simplement incapables de s'excuser et qui trouvent toujours de bonnes excuses. Et comme me disait ma chère maman, puisque les excuses ont été inventées, autant que les gens s'en servent, ils auraient bien tort de s'en priver. Bref, je vous propose que nous évoquions le pardon en compagnie de Anne-Laure Buffet. Alors on va parler du vrai pardon quand il s'agit de pardonner vraiment à quelqu'un qui nous a fait souffrir, que ce soit volontaire ou pas d'ailleurs. Alors évidemment, on pense tout de suite à l'infidélité, mais il y a bien d'autres sortes de trahison. Par exemple, un ami sur qui on n'a pas pu compter à un moment clé de sa vie, quelqu'un qui a fait des affaires et nous a emprunté de l'argent et nous met un peu dans la catastrophe financière. Bref, on va parler de tout ça, de ces pardons que parfois on n'arrive pas à faire. Et puis je pense que c'est important de comprendre que le pardon, c'est un processus assez complexe qui se déroule en 4 étapes qu'on va déjà examiner dans un instant. Mais si vous avez besoin de conseils parce que vous avez du mal à pardonner ou parce qu'on ne vous a pas demandé pardon, eh bien vous pouvez témoigner en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Anne-Laure Buffet. Bonjour Brigitte. Vous êtes thérapeute et autrice de nombreux ouvrages dans différentes maisons d'édition et notamment vous avez écrit un livre sur l'amitié. C'est pour ça que je parlais aussi du pardon en amitié. C'est pas facile, je trouve. Il est parfois même plus difficile le pardon en amitié qu'en amour. Je ne sais pas s'il est plus difficile, il va chercher plus loin, en tout cas. Ouais, c'est différent, je crois. Ouais. Oui, et puis je pense qu'en amour, en fait, on est presque enclin à pardonner parce qu'on ne voudrait pas que la relation s'arrête. Donc on ne fait pas réellement attention à ce que signifie le pardon qu'on va donner. Sauf s'il y a vraiment une catastrophe, un drame, une violence véritable. Dans les situations où il y a des disputes, des engueulades, etc., on a tendance à pardonner sans se rendre compte de tout ce que ça signifie, en fait, que de pardonner. Est-ce qu'on n'est pas en train de légitimer ce que l'autre a fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'imposer, de vivre avec? Donc c'est compliqué. Mais en amour, on va pardonner. En amitié, il y a quelque chose de plus profond. Quelle que soit la trahison, il y a quelque chose de plus profond dans cette trahison-là. C'est vraiment comme si celui ou celle qui a trahi tirait un trait définitif, biffait définitivement la relation. Comme si un ami ne pouvait pas nous décevoir. Quoi. Ouais. Un ami, on devrait toujours pouvoir compter sur lui, etc., etc. Mais sauf que c'est aussi faillible, un ami. Un ami, c'est un être humain. Oui. Donc de fait, il est faillible. Alors j'ai travaillé sur les différentes étapes du pardon. Alors d'abord, il y a la fameuse résistance. On est blessé, c'est à vif. On est incapable. Je ne pardonnerai jamais. Voilà. Après, il y a la vengeance, le désir de faire mal, une sorte de rendre la monnaie de sa pièce, comme on dit. Ça, c'est la 2e étape. La 3e étape, c'est l'étape du deuil. Il faut on est triste et c'est comme ça. Et puis la 4e étape, c'est l'acceptation. Et quand on est à cette étape-là, en principe, c'est qu'on a pardonné. Et j'aime bien cette phrase que j'ai trouvée en préparant l'émission. On comprend qu'on n'est pas responsable de ce qui est arrivé, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Et je trouve que c'est assez juste. On a pardonné quand on fait quelque chose de ce qui s'est passé. Quand on peut aller de l'avant. Alors, moi, l'autre jour, j'ai eu un élan extrêmement lyrique quand j'ai reçu le sujet pour aujourd'hui. C'est que je me disais justement la différence entre excuse et pardon. Alors attention, c'est très lyrique. C'est que je vous prierai de noter ce que je vais dire. C'est que l'excuse justifie l'oubli, alors que le pardon sanctifie la mémoire. C'est joli. C'est joli. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on présente ses excuses ou quand on excuse quelqu'un, finalement, on passe déjà à autre chose. C'est plus banal de s'excuser. Ouais. Et on oublie le truc. Voilà, c'est fait, c'est bon, on s'est excusé, on passe à autre chose. Alors que le pardon, c'est
toi, en tant que personne, je te pardonne de m'avoir fait souffrir, mais je n'oublie pas que j'ai souffert. Donc ça n'efface pas ce qui s'est passé. Pour moi, le pardon, c'est vraiment se dire, finalement, si je reste dans le ressentiment, je peux plus avancer. C'est moi qui me bloque tout seul. Donc, est-ce que je pardonne? Est-ce que je ne pardonne pas? Est-ce qu'en tout cas, je dois dépasser le ressentiment? Oui. Et le pardon permet de dépasser le ressentiment. Mais ça n'efface pas. De toute façon, reprenons l'exemple de l'infidélité, qui est quand même quelque chose de très fréquent. Il y aura une nouvelle histoire de couple, mais rien ne sera plus comme avant. De toute façon, même si on a pardonné, le couple, il faut qu'il se reconstruise, il faut qu'il se refasse confiance. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est si long ce pardon. Et je crois qu'on sait réellement qu'on a pardonné aussi quand on ne fait plus le reproche à l'autre. Oui. Tant qu'on est en train de remettre ça sur le tapis, si je puis dire, c'est que quelque part on n'a pas vraiment pardonné. Et d'ailleurs, c'est ce que on peut entendre assez souvent quand il y a eu comme ça infidélité ou en tout cas difficulté dans un couple et que le couple continue et celui qui a été mis en défaut ou qui a fauté va dire oui mais attends tu m'as excusé donc on peut continuer. Je t'ai peut-être excusé, je t'ai peut-être pardonné, mais c'est pas pour autant que ce qui s'est passé n'a pas existé. Donc, entend aussi la blessure. Mais tout à l'heure, là, en présentant le sujet, vous avez dit il y a les personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Enfin, il y avait deux catégories de personnes. Il y a aussi celles qui pardonnent trop. Les personnes qui vont avoir, quoi qu'on leur fasse, elles vont pardonner. Et elles vont le dire. Vous voulez dire les serpillères, quoi. Je l'ai pas dit comme ça, mais non, mais je veux dire quelque part l'image est un petit peu dégradante, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que en tout cas, si on pardonne n'importe quoi et c'est qu'on se respecte pas. C'est qu'il y a un manque de considération énorme. Mais on en voit beaucoup des personnes qui vont pardonner facilement parce qu'en fait elles espèrent encore quelque chose de la relation ou de l'autre. Il y en a beaucoup qui pardonnent trop. Bien sûr. Et il y a des personnes qui ne savent absolument pas de s'excuser. Et ça, c'est pénible aussi, parce que si on ne s'excuse pas, c'est quand même un peu embêtant, quoi. Et puis il y a la formulation qui compte, comme vous disiez tout à l'heure, je m'excuse. C'est en gros, j'en ai rien à faire de ce que je t'ai fait, donc tes ressentis, tu les gardes pour toi. Donc déjà dire, je te présente mes excuses, déjà être un peu plus engagé dans ce qui s'est passé, dans la volonté de réparer quelque chose. Mais encore une fois, je crois que les excuses et le pardon, c'est quand même très très différent. Le pardon, c'est très, en fait, c'est un travail très intime. C'est beau, ça est très belle. C'était très beau. Je l'ai brevetée. Bon, et on va voir ce que nous racontent ceux qui nous écoutent. C'est à eux maintenant de s'exprimer au 0826 300 300 sur Sud Radio. C'est Delphine qui sera avec nous dans quelques instants. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Anne-Laure Buffet est avec nous, thérapeute, et nous évoquons le pardon aujourd'hui. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Delphine. Merci de m'accueillir pour expliquer... Merci de vous exprimer Delphine. Pour vous expliquer où j'en suis dans le don de mon pardon, parce que c'est une question qui m'a sauté au visage quand j'ai vu le sujet de l'émission. Je suis en pleine phase de pardon. J'écoutais attentivement les 4 étapes, les différentes étapes que vous énonciez en début d'émission. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est dans l'ordre exact, j'ai l'impression d'avoir fait 3, 1, 2 ou je sais pas, mais pas vraiment dans cet ordre-là. Et je vous explique mon contexte. J'ai découvert il y a à peu près un peu plus d'1 an que mon mari s'échappait sur des sites pornographiques et entre autres du Camchat. Et son investissement dedans, à la suite de cette découverte-là, j'ai compris pourquoi notre relation, notre lien s'était fortement abîmé durant les 5 ou 7 années qui venaient de passer. Et puis aussi les différentes problématiques qu'on avait, tant personnelles que professionnelles. Et donc, je me retrouvais assez bien dans la notion de pardonner trop vite, ce que vous expliquiez, pour ne pas perdre le lien.
parce que c'est exactement la question aujourd'hui où j'en suis, après cette année passée avec cette découverte qui m'a fait relativement souffrir, quand j'ai pris conscience que j'ai mis en face de chacune de mes souffrances sur les 5-7 ans précédentes, les raisons, en fait, les explications, et donc ça a été assez violent pour moi parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais, mais alors pas du tout avec mon mari. Pour moi, c'était une personne tellement sécure que je n'aurais jamais été le chercher dans cet environnement-là, avec cette problématique-là. Bon, après, on a compris et il a compris qu'il était sujet aux addictions, mais ce qui rend le pardon des fois, ou la demande de pardon plutôt encore plus complexe, parce que des fois j'ai l'impression de taper dans ma demande ou dans ce que j'aurais envie de demander. J'ai des fois l'impression de taper sur la jambe de quelqu'un qui a la jambe cassée, quoi, en fait. Parce que c'est pas évident de considérer, de se trouver légitime de demander pardon. Alors ça me fait penser que peut-être quand vous parliez que vous avez commencé par la 3e étape, c'est-à-dire l'étape du deuil, je pense que vous avez été sans doute envahi par une très très grande tristesse au départ. Qui vous a fait croire que vous étiez peut-être déjà dans le deuil, alors qu'en fait c'est juste que vous avez eu le sentiment comme ça d'un gâchis, de quelque chose de très difficile et de très très malheureux qui touchait votre couple. Alors oui, quelque chose de difficile, mais j'ai eu en premier lieu une espèce d'euphorie de récupération, en fait. Je me suis dit, c'est bon, j'ai récupéré la personne concernée, convoitée, et ça va aller mieux, ça y est, c'est bon, tout est arrangé. Donc vous étiez un peu dans le déni alors, plutôt de la réalité. Oui. Ouais. Et puis en fait, c'est basiquement à partir de la fin d'année où j'ai récupéré malheureusement mon fils, qui s'est retrouvé dans un contexte un petit peu similaire mais moins lourd, et où j'ai vu ses questions et sa colère, et j'ai réalisé que je ne m'étais pas autorisée moi à rentrer dans cette phase-là. De la colère ? Ouais. Je l'avais tout de suite excusée, en fait. Tout de suite excusée parce que vous aviez une explication au pourquoi du comment des comportements. Une explication. Oui, il était pas bien, donc il est excusable, quoi. Voilà, j'ai tout de suite excusé, et puis du coup, je me suis rendu compte que j'avais peut-être été un peu trop vite passée la serpillière, quoi. Décidément, qu'est-ce qu'on parle de serpillière depuis tout à l'heure? C'est parce que le terme m'a fait rire, mais c'est tout à fait ça. J'ai réalisé en fin d'année, peut-être au bout de 9 mois, vous voyez, une notion de gestation, d'acceptation, que j'avais peut-être pas... je m'étais peut-être pas autorisée à exprimer assez fort ma colère en tout cas, ce que j'entends vraiment dans votre témoignage, quelle que soit l'étape dont vous parlez, c'est qu'au fond, vous n'avez jamais trop réussi à être dans votre ressenti à vous. Ah oui, complètement. Ouais. Et c'est ça qui est embêtant, parce que on peut avoir des retours de bâton quand on n'est pas... C'est tout à fait ça, mais c'est un problème que j'ai depuis. Je me suis jamais autorisée en fait à me prendre en considération moi. J'ai toujours regardé les autres et fait passer les autres avant moi, en fait. Donc les notions de pardon, demander pardon, pour moi c'est pas futile, mais presque, en fait. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je lui demande. Je lui dis j'ai besoin qu'il y ait une demande, et il a du mal. Alors il me dit bien excuse-moi, par exemple, ou je suis désolée, je suis tellement désolée, mais je l'ai pas. Je me faisais la réflexion en début d'émission, est-ce que je l'ai déjà entendu me dire je te demande pardon? Mais c'est pas la même chose d'ailleurs, parce que je suis désolée ou excuse-moi, il parle de lui. Je te demande pardon, il parlerait de vous, donc ça serait quand même une marque de considération dont vous avez besoin. Ce qui prouve qu'il n'a pas encore réellement réalisé votre blessure profonde.
Tout à fait. Il est trop dans son mal-être peut-être, mais en tout cas, il est trop dans ce que lui traverse et pas assez dans ce que vous traversez. Et c'est là où on voit bien que parfois, cette demande de pardon nécessite un tiers. Parce qu'il me semble que là, quand même, vous communiquez pas suffisamment dans vos ressentis respectifs. En tout cas, vous communiquez sur une personne. Vous pensez à lui et il pense à lui. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Ça me fait rire, mais je rigole. Mais vous avez complètement raison. Alors, c'est vrai que je tourne autour de... je m'autorise à tourner autour de ces ressentis, de ces blessures, des choses comme ça. Mais les miennes... j'ai du mal à les faire. Bon, alors là, je crois, Delphine, dans un premier temps, il faut déjà que vous puissiez reconnaître à vous-même vos propres ressentis, ce que ça vous a fait, et comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple pour en arriver là, parce que vous avez aussi votre part de responsabilité. Ouais. Et quand vous serez très clair avec vous-même, à ce moment-là, il faudra essayer de recommuniquer avec lui, mais il faudra oser lui dire ce que vous ressentez, parce que c'est peut-être aussi parce que vous lui avez pas exprimé ce que vous ressentez vraiment. C'est ce que je fais en ce moment. C'est exactement ce que je fais en ce moment. On a repris une thérapie de couple. Très bien, c'est bien. Hein. Et je m'autorise à exprimer. Je sors je me lève mes barrières parce que j'ai terriblement peur, comme je vous disais tout à l'heure, de lui faire mal. Donc de venir taper sur une jambe cassée, quoi, en fait. Et puisqu'elle est cassée, vous risquez rien. Allez-y. C'est vrai. Il n'y aura qu'une réparation à faire au final. De toute façon. Mais attendez, en quoi il a une jambe cassée ? Parce qu'il est en addiction. Non, mais d'accord, mais c'est son histoire d'être en addiction. C'est pas à vous vous n'êtes pas sa thérapeute, vous êtes sa compagne, enfin sa femme. C'est vous aussi. Dans ce cas-là, on pourrait dire que vous avez une jambe cassée parce que à avoir déstabilisé le couple, forcément, ça vous déséquilibre. Oui, complètement. Ouais, complètement. Donc, si vous devez, là, ce que vous êtes en train de faire, puisque je vais reprendre votre exemple, à défaut de taper sur la jambe cassée de monsieur, vous tapez sur votre propre jambe cassée. Donc, ça va être difficile d'avancer, tous les deux. Marcher sur les mains. Et vous savez que vous avez aussi le droit d'avoir de la colère. Oui, je sais. Mais est-ce que c'est vous qui avez toujours porté cet homme ? Oui. Bon, parce que et c'est ça aussi qu'il faut. Oui. J'en prends conscience avec et je pense que, vous voyez, encore une fois, dans ces histoires-là, quand il y a un chaos, ça peut être une belle manière de rééquilibrer les choses. Et peut-être qu'il est temps d'arrêter de le porter comme ça, cet homme. Oui, tout à fait. Ça me surprend. Même lui, il en a peut-être plus envie d'être porté. Alors là, j'en suis moins sûre. C'est drôle, à chaque fois que je dis ça, j'ai droit à la même réponse. Je suis moins sûre. Ouais, mais ça lui fait bizarre quand même de réaliser ce que je lui demande ou la façon dont j'exprime mes ressentis et je peux vous assurer que j'y vais avec des œufs en utilisant le jeu. Je marche sur des œufs, j'utilise le jeu. Je suis pas sûre que vous ayez raison, et en plus je suis pas sûre qu'il soit pas capable d'être plus autonome. Vous savez, quand on est depuis plus de 20 ans porté par son épouse, pourquoi on se porterait soi-même ? Mais si tout d'un coup on se rend compte que si on se porte pas soi-même, on risque de la perdre, et bien comme par hasard, on trouve une énergie quelque part, vous voyez. Donc c'est un peu ce qu'il est en train d'expliquer. C'est un peu ce qu'il est en train de réaliser, de réaliser qu'il faut qu'il devienne un homme. Je crois, et ça sera mieux pour tous les deux. En tout cas, merci de cet échange, parce qu'on voit bien à quel point c'est complexe, tout ça, ce processus de pardon. Et votre témoignage en est réellement tout à fait une représentation. Donc on va continuer, bien sûr, dans un instant avec qui veut venir témoigner au 0826 300 300. Mais d'abord, on retrouvera notre Sexy News, Julia Palombe. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous accueillons Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure, bonjour à tous.
Vous allez nous parler du surréalisme au féminin ? Mais oui. Alors d'abord, pour vous parler de ce sujet hautement vibrant, il faut que je vous parle d'une cachette à moi que j'ai. C'est ma cachette secrète dans les arbres imaginaires de la capitale. Cabane onirique dans laquelle j'aime flâner lorsque j'ai besoin de me retirer du brouhaha de la ville. Alors je vous livre son petit nom à voix basse. Je ne voudrais pas me retrouver avec une foule incontrôlable la prochaine fois que j'y mets les pieds. Ma cabane magique, c'est le musée de Montmartre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais alors c'est fabuleux. En plus, il y a un jardin magnifique. Et en cette saison règne une exposition des plus sexy, le surréalisme au féminin. À nous, la poésie des corps, les herbes hautes et les pieds nus, les vagues et les soleils cambrés sur les poitrines à découvert. Dictée de la pensée en absence de tout contrôle de la raison, c'est en ces termes qu'André Breton définit le surréalisme en 1924. Renaissance esthétique indiscutable du XXe siècle, nombreuses sont les femmes artistes à avoir participé à ce mouvement provocateur sans précédent. Le surréalisme offre un cadre d'expression et de créativité aux femmes qui n'eurent de cesse d'étendre les thèmes initiés par les fondateurs du mouvement, qui étaient des hommes qu'on connaît bien, des poètes, Aragon et Paul Éluard en tête de gondole. Les œuvres reflètent leur volonté de s'affranchir, notamment des normes sexuelles. Alors évidemment, c'est ça qui m'intéresse. Chose à noter, elles se considéraient comme féministes, mais refusaient d'être réduites à leur féminité. J'entends par là, par exemple, qu'elles refusaient les expositions qui regrouperaient seulement des femmes. Alors, je crois que les féministes, les néo-féministes d'aujourd'hui devraient s'en inspirer. Ni muse, ni femme d'eux. On aurait tout à apprendre de la créativité, de la dynamique et de la force de proposition artistique de ces surréalistes bien léchés. Et moi, ce qui me plaît par-dessus tout dans ce mouvement, c'est la façon de mettre en avant le rêve, l'imaginaire, de créer et de vivre véritablement au-delà de la réalité. Il s'agit avant tout d'un projet d'émancipation de l'homme avec un grand H, et on peut lire à travers les œuvres exposées l'urgence de s'extraire d'une dualité, passé, avenir, communicable, incommunicable. En somme, le surréalisme au féminin dit la quintessence de la réunion du conscient et de l'inconscient, si tant est que cela soit possible. C'est atteindre ce point de l'esprit où le réel et l'imaginaire ne sont plus perçus comme contradictoires. Je vous laisse imaginer, mes chéris, les étincelles au lit que vous allez faire ce week-end si vous appliquez ce concept à votre sexualité. Alors, j'en profite pour vous lire quelques vers extraits du poème Rapace, écrit par Joyce Mansour en 1960, histoire de vous inspirer encore davantage. J'ouvre les guillemets. Nu, je flotte entre les épaves aux moustaches d'acier, rouillées de rêves interrompus par le doux ululement de la mer. Nu, je poursuis les vagues de lumière qui courent sur le sable parsemé de crânes blancs. Muette, je plane sur l'abîme, la gelée lourde qu'est la mer pèse sur mon corps. Des monstres légendaires aux bouches de piano se prélassent dans les gouffres à l'ombre. Nu, je dors. La revendication du plaisir... En tout cas, c'est très représentatif du surréalisme, à la fois l'érotisme, mais en même temps la nature et la mort. Il y a quelque chose comme ça de très fort. Moi, je suis assez fascinée par cette période d'ailleurs. Ah oui, moi aussi. Et la revendication du plaisir chez ces femmes dit toute l'expression de leur soif d'indépendance. Et peut-être c'est ça d'ailleurs qui nous plaît particulièrement, Brigitte. Elles n'hésitent pas à s'emparer des clichés érotiques pour mieux les subvertir. Nomades du langage, des images et des désirs, ces femmes surréalistes flirtent avec l'abstraction, moyen de n'appartenir à rien ni personne, de rester changeante, de ne pas avoir à adhérer à elles-mêmes ni au réel. Aileen Agar écrit ainsi, j'ouvre les guillemets, nous marchons sur deux jambes et pour moi l'une est abstraite, l'autre surréaliste, c'est le point et le contrepoint. Le point et le contrepoint qu'on connaît en musique, notamment chez Bach bien sûr. Véritable invitation à s'échapper du réel pour mieux créer, aimer, vivre et jouir. Chers auditeurs, oui, vous pouvez prendre cela comme une invitation qui vous est directement adressée. Éloignez-vous du réel le temps d'un câlin, d'un baiser, d'une danse. La vérité, c'est que vous avez le droit de laisser aller votre imagination et d'y prendre du plaisir, autant de plaisir que vous pourrez. Et si la révolution tant attendue était en fait une révolution de l'esprit. Bon voyage les amis. Oui, c'est joli. Oui, mais je crois que, quoi qu'on en dise, la sexualité, c'est quand même un domaine
où tout le monde peut s'échapper du réel et peut aller très loin, quoi qu'on en dise. Mais il y a peu de gens qui en sont conscients finalement. Et peu de gens qui en sont conscients et peut-être encore moins qui s'y autorisent. Ah ben ça, c'est sûr. Et pourtant, les délices que l'on trouve derrière cette porte, quand l'on pousse la porte et qu'on va chercher dans l'imaginaire, c'est quand même une liberté folle et une fantaisie. Oui. Et d'ailleurs, on fait le parallèle entre la grande vraie méditation et l'orgasme. C'est les seuls moments où on sort vraiment de sa réalité terrestre, si je puis dire. Pas besoin de drogue, mes chéris, jouissez. C'est vrai. C'est la différence entre le pardon et l'excuse. Hein. on en revient. On est toujours là, n'est-ce pas? C'est toujours là. C'est très mystique tout ça. Mais oui, c'est vrai que c'est mystique. Merci Julia Palombe. Merci, alors votre nouvel album, ça y est, il est sur toutes les plateformes depuis le 12. Mais oui, je reçois bien tous vos messages sur mes réseaux. C'est un album un peu mystique aussi d'ailleurs. Hein. Tarentelle et vaudou. Oui. Bah oui, et le vaudou, quoi de plus mystique? Ces femmes qui dansent jusqu'à s'évanouir. Évidemment que ça a un lien avec la jouissance. Oui, remarquez, la danse a quelque chose. La vraie danse en transe, hein, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'échapper bien sûr du réel. C'est le même pont que l'on emprunte. Eh bien, allez, vous pouvez retrouver donc Julia Palombe sur toutes les plateformes pour son nouvel album Tarentelle et Vaudou. Merci. Merci Brigitte. Bonjour Céline. Bonjour. Eh bien justement, votre sexualité, est-ce que vous osez aller loin ou est-ce que vous êtes finalement assez classique? Moi, je suis très ouverte. Je laisse faire mon compagnon, mais je ressens pas grand-chose. D'accord. Vous ressentez pas grand-chose. Vous voulez dire que quand vous faites l'amour avec lui, vous n'avez pas beaucoup de jouissance? J'en ai même presque pas du tout, même. Ben, peut-être qu'il faudrait laisser votre tête un petit peu plus là-haut dans les étoiles et laisser le corps agir. C'est ce que j'essaye de faire, en fait, mais je sais pas, j'y arrive pas. Oui, mais parce que vous devez rester un petit peu trop consciente, justement, de ce qui se passe. Peut-être, oui. Mais bon, ça ce sera un autre sujet. Je ne veux pas vous embêter. Vous n'êtes pas là pour que je dissèque votre psychisme. Vous êtes là pour répondre à 3 questions et vous avez très bien répondu avec franchise et c'est très bien. Deuxième question. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez un bon rapport avec les jouets intimes? On a essayé d'inclure des jouets intimes. Oui. Mais j'en sens pas non plus grand-chose. Essayez toute seule un peu. Je me suis jamais masturbée toute seule. Eh ben, essayez toute seule, parce que peut-être que toute seule, il y a peut-être quelque chose qui va lâcher. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes peut-être déjà un peu inhibé par le regard de l'autre. Ah, peut-être, oui. Essayez toute seule un jour avec un jouet quand vous êtes sûr qu'il n'y a personne, et puis vous verrez bien. Et vous verrez bien ce qui se passe. De toute façon, ça vous fera pas de mal. Hein. Je pense. Ben ouais, je pense pas, je suis sûre. Hein. Et dernière question, est-ce que vous êtes capable de pardonner facilement ou est-ce que c'est compliqué pour vous? Je vais faire semblant de pardonner, mais sinon c'est vraiment compliqué. Ah bah là-haut, ça fonctionne hein, dans la tête. Ouais. Hein. C'est fermé. Hein. Oh là là. Bon, écoutez, merci d'avoir répondu en tout cas à ces 3 questions. Vous pouvez en poser une à Anne-Laure Buffet, elle vous écoute. Oui, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Je sais que de par votre métier, vous êtes thérapeute. Ouais. Comment vous arrivez à vous déconnecter entre un patient et vous, en fait, sa situation et vous? C'est une question très personnelle, ça, Céline. Ah oui? Ça serait dur pour vous. Après tout, on vient de répondre à des questions personnelles. C'est vrai. Comment on fait, parce que c'est la question qui concerne tous les soignants. Comment on fait pour se déconnecter? Déjà, on apprend. A priori, pendant nos formations, on apprend à se déconnecter, c'est-à-dire à ne pas, à se déconnecter. D'ailleurs, le terme, il n'est pas adapté. On peut pas être déconnecté de la personne qui est en face de nous, sinon on peut pas être dans l'écoute. Voilà,
Et puis, il ne faut pas oublier, sans rentrer dans un long cours sur le fonctionnement thérapeutique, qu'on a quand même le principe du transfert et du contre-transfert qui sont censés agir à un moment pour le travail. Donc, on ne peut pas être déconnecté. Je crois que la question, c'est plus comment est-ce qu'on peut se protéger en tant que thérapeute des émotions qui pourraient naître lorsque la personne arrive avec une histoire difficile et arriver à être à son écoute à elle et pas à l'écoute des émotions qui pourraient à ce moment-là apparaître. Voilà, c'est ça, exactement. Déjà, je vais vous dire, en principe, un thérapeute a un superviseur. Donc, quand on sent qu'on devient faillible par rapport à une personne que l'on reçoit, on est censé en parler en supervision. On est censé accepter aussi le recadrage et de travailler ce point-là. Pourquoi est-ce que ça a éveillé en nous quelque chose de particulier ? On est censé aussi tout de même réfléchir au-delà du superviseur à la question qui s'est posée. Pourquoi est-ce que subitement un cas, ou est-ce que c'est la personne ou est-ce que c'est l'histoire de la personne qui éveille quelque chose en nous de particulier ? On est censé, si vraiment on n'arrive plus, si on est débordé, et sans dire clairement au patient je suis débordé par mes émotions, je n'arrive pas à m'occuper de vous, en tout cas lui proposer de l'orienter vers un confrère ou une consoeur. Donc on a quand même un certain nombre d'outils à notre disposition pour ne pas rester dans une relation qui deviendrait trop émotionnelle, donc empêchant tout travail thérapeutique. Après, si on parle de mon cas particulier fait que je partage ma vie avec une personne qui n'a strictement rien à voir avec le monde de la thérapie ou de la psychologie, qui est beaucoup plus tournée vers la poésie, les papillons, la nature et les petits oiseaux. Et ce qui fait que j'ai mes petits trucs à moi, et entre deux séances, si je sens que la situation a été trop compliqué, si la séance a été trop compliquée, soit je lui passe rapido un coup de fil, voilà, comme ça il me raconte une histoire de papillon, soit je vais aller lire un poème, en tout cas je me déconnecte de ce que je viens d'entendre pour pouvoir revenir ou au patient ou à la consultation suivante. Ça c'est moi. Voilà la réponse de Anne-Laure Buffet. Intime, ce que je viens de dire. Oh là là, ce ne sera pas répété. Non, j'ai dit que non, ne dites à personne. Non, que ça reste entre nous. C'est promis, Céline, on ne le dira à personne. On ne le dira à personne. Merci. Merci en tout cas d'avoir répondu, Céline. Merci beaucoup. On fait une petite pause. Nous retrouvons Annie dans un instant qui a envie de parler justement de la différence entre excuse et pardon. Vous voyez, vous avez mis la graine dans la terre et ça pousse. On se retrouve dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le pardon, on en parle avec Anne-Laure Buffet qui est avec nous, thérapeute amoureuse de poésie. Hein, on vient de le découvrir, mais on ne le dira à personne. Non, ne le dites à personne. Bonjour Annie. Bonjour Brigitte et bonjour Anne-Laure. Bonjour Annie. Je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement que moi j'ai et je ne suis pas sûre que ce soit le bon. Si, je me pose des questions d'ailleurs parce que c'est un peu chaque fois ce que je fais et mes relations, mais ça n'aboutit pas. Alors je ne sais pas si c'est moi qui dysfonctionne ou pas. On vous écoute, allez-y. Dites-nous. Alors, moi, dans la relation, souvent, quand il arrive un incident, bien évidemment, au tout début, j'ai envie de dire que j'excuse. J'excuse et la personne me donne une explication et du coup, bien souvent, j'excuse. Quand ça se reproduit une deuxième fois et que c'est sur à peu près le même modèle, là, je me remets un petit peu en question en me disant, bon, j'ai peut-être mal expliqué, donc j'excuse une nouvelle fois. Par contre, quand ça arrive la troisième fois, là, je pardonne pas. Et là, c'est terminé. Et donc, du coup, ça met fin à mes relations parce que je me dis que les excuses que j'ai données 2 fois précédemment, ça permet en même temps de savoir si la personne me respecte ou pas. Alors après, là où je ne sais pas si je dysfonctionne, c'est parce que j'ai quand même une blessure de rejet, d'humiliation, qui me fait penser que peut-être je suis un petit peu excessive.
Mais en tout cas, au bout de 3 fois, voilà comment ça se termine. Et après, du coup, je pardonne plus et je mets fin, comme c'est sur le même modèle chaque fois, je mets fin à la relation. Vous auriez un exemple très précis à nous donner, récent bien ou sûr. pas, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? Alors, par exemple, ma dernière relation qui a duré 1 année, ça faisait à peu près 3 mois qu'on se connaissait et donc nous étions invités à une soirée. Enfin, moi, je connaissais pas encore les personnes de cette soirée, mais mon compagnon m'avait invité à participer à la soirée. Oui. Donc, j'étais souffrante, j'ai pas un très très bon état de santé, surtout l'hiver. Et là, j'ai dit, écoute, je peux pas t'accompagner, mais si tu veux, ne tarde pas. Enfin, après 23 heures, si tu veux, tu peux me rejoindre à la maison, mais pas plus tard. Donc, pas vraiment de nouvelles, sauf une ou deux photos dans la soirée. Et puis, vers 22h30, j'appelle et je lui dis, alors, tu m'as pas donné de nouvelles, tu comptes faire quoi? Donc là, il me dit, écoute, on a à peine fini l'apéro, donc voilà, on va passer à table. Bon. Donc, je vais dire excusez, j'étais quand même un peu en colère, faut le dire. Mais j'ai excusé. Et puis, ça s'est retrouvé quelques temps après, quasiment sur le même modèle. Là, on était en famille, par contre, avec sa famille. J'étais bien avec eux le premier soir et le lendemain, j'étais bien malade. Ça a duré tout le week-end. Donc, 1 ou 2 messages. Et puis, en fin de journée, le samedi, il me propose de venir me chercher, sachant que j'avais été souffrante. Je lui dis non, c'est pas possible, tu peux pas venir me chercher parce que ça va toujours pas. Et donc, quasiment plus de nouvelles jusqu'au dimanche soir, où là, il me dit, écoute, c'est 19h, si tu veux, je passe. Et là, j'ai dit, tu vois, tu n'es pas passé jusque-là. Tu aurais pu passer pour venir me chercher, mais tu n'es pas passé 5 minutes pour venir me récupérer, pour venir prendre de mes nouvelles et savoir si j'avais besoin de rien, quoi, pour récupérer quelque chose. Donc il me dit, non. Bon, là, ça a été très dur pour moi, de nouveau. J'ai excusé et une 3e fois, quand ça s'est passé, j'ai dit, je pardonne plus. C'était trop, c'était pour moi irrespectueux. Alors, oui, tes mots sont trop forts, tu abuses, tu comprends, moi j'avais mes raisons. Oui, je les ai entendus, mais j'ai excusé 2 fois. Il me semble quand même que vous n'êtes pas suffisamment clair. Vous excusez facilement, mais vous ne parlez pas de ce que ça vous a fait. Donc la personne ne peut pas se rendre compte que vous avez été blessé. Il me semble. C'est vrai qu'il me l'a dit. Oui, la 2e fois, il me l'a dit. La première fois, non, il n'a pas compris. Mais la 2e fois, il m'a dit, je ne pensais pas t'avoir autant blessé. Et la 2e fois, dans cet exemple précis, la 2e fois, elle peut même lui paraître confuse, quoi. Il n'entend pas la blessure, il entend un agacement peut-être ou une exagération. C'est la veille, vous lui dites que non, vous ne vous voyez pas parce que vous êtes malade. Le lendemain, vous lui reprochez de ne pas être passé. Il peut s'être dit, elle est malade, je ne vais pas aller la voir. Alors, je ne vous dis pas ça pour que vous l'excusiez. C'est simplement, façon, comme le dit Brigitte. Oui, mais c'est comme le dit Brigitte, c'est... vous avez parlé de ce que factuellement il s'était passé, mais vous n'avez pas parlé de ce que vous avez ressenti. Et encore une fois, c'est votre ressenti et personne n'a le droit de dire qu'un ressenti est juste ou est faux. On peut avoir un ressenti qui est complètement décalé d'une situation, simplement il vous appartient. Mais tant qu'il n'est pas exprimé, le ressenti, on peut pas en parler avec l'autre. Donc conserver un ressenti profond pour soi, dans une situation qui est compliquée, c'est empêcher la communication du couple, donc c'est mettre en péril le couple, c'est mettre en péril la relation. Et vous avez dit tout à l'heure que vous aviez une blessure d'abandon, une blessure de rejet, humiliation. Oui. Et c'est peut-être lié à ça, c'est-à-dire vous avez l'impression de dire un certain nombre de choses, mais vous ne les dites pas vraiment parce que les dire vraiment pourrait provoquer chez l'autre une réaction qui ferait que cette personne-là vous quitterait. Si j'ai bien compris, en fait, vous excusez, la 3e fois, vous n'excusez plus, vous partez. Comme si on d'être quitté quand on part. Oui, mais comme si on avait le droit de toucher 2 fois votre blessure, mais pas la 3e fois. Sauf que
on ne sait pas qu'on l'a touché, votre blessure, et comme vous ne voulez pas montrer que vous êtes blessé, vous ne dites rien. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut que vous compreniez que de toute façon, si vous continuez comme ça sera toujours comme ça que ça se passera, parce que il faut que vous puissiez expliquer, surtout qu'en plus, j'ai l'impression qu'il était plutôt brave, ce garçon. Il faut que vous puissiez expliquer à quelqu'un que vous avez tendance à vous sentir assez vite délaissé. On va utiliser un autre mot pour pas toucher votre blessure, et qu'après vous avez tendance un peu à bouder ou en tout cas à vous enfermer. Une fois que vous avez eu le sentiment d'être délaissé. Donc, vous voyez, vous provoquez finalement ce que vous craignez. Donc, ça doit passer par l'acceptation de reconnaître que vite, vous avez l'impression qu'on s'intéresse plus à vous. Parce que quand vous lui dites il faut rentrer à 23h, vous savez, c'est pas un enfant. Il a le droit s'il va passer une soirée seul. Alors, quelle importance. Voyez... Non, mais quand j'ai dit ça, Brigitte, je voulais dire après 23h, alors ne rentre pas, rentre chez toi, parce que moi, passé 23h, je serais fatiguée, je dormirais. Voilà, ça voulait dire ça. Oui, bien sûr, je comprends bien. Mais vous voyez, vous allez dîner chez des amis, on ne sait jamais à quelle heure ça se termine, et si on doit commencer à rentrer, parce que sinon le carrosse se transforme en citrouille, c'est pas tellement facile. Donc je crois vraiment que vous avez besoin de comprendre à quel point vous êtes vous vous sentez vite blessé, et ça c'est votre histoire, et il n'y a pas à juger. Vous avez tout à fait le droit de vous sentir vite rejeté, donc en l'occurrence. Et ça, il faut que vous en preniez conscience et que vous puissiez soit le travailler et donc ne plus avoir à excuser l'autre en quelque sorte, soit communiquer. Parce que encore une fois, les excuses, les 2 premières fois où vous excusez, c'est par peur d'être rejeté. Je sens que je dysfonctionne, parce que c'est vrai que chaque fois je le fais comme ça. Alors oui, peut-être que j'excuse pour pas me sentir rejetée. En fait, vous excusez l'autre de vous avoir fait mal, alors qu'il y est pour rien, puisqu'il ne sait pas qu'il vous a fait mal. Oui, je comprends. Vous comprenez ? Donc oui, je comprends. Il peut pas. Il va forcément recommencer puisqu'il ne sait pas qu'il vous a fait mal. Oui, d'où l'étonnement de la personne. Oui. Oui. Mais je vous rassure, beaucoup de gens sont comme vous, Annie. Oh oui. Oui, je confirme, beaucoup. Donc, vous savez, Annie, je crois que la chose la plus difficile en amour, c'est de reconnaître quand on est déçu par l'autre. Et on est tous déçus à un moment ou à un autre par l'autre. Quelle que soit notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes, on est forcément déçus en amour. Donc, il faut vite comprendre à quel moment, qu'est-ce qui nous déçoit, et pouvoir soit accepter que c'est nous qui sommes déçus et que l'autre n'a pas voulu nous faire du mal, ou alors expliquer à l'autre. Ou alors que l'autre s'en fiche aussi. Mais c'est pas le cas de là, ce que vous venez de m'expliquer. Non, mais il faut déjà travailler sur soi. Voilà. Oui. Il faut travailler sur soi, en l'occurrence. Donc il faut que vous appreniez à comprendre que de toute façon, vous aurez toujours le sentiment d'être rejeté. Et alors après, soit vous arrivez à travailler avec vous-même et puis à considérer que c'est pas en effet volontaire de la part de l'autre, soit il faut le dire à l'autre. Attention, parce que moi, j'ai vite tendance et donc fais attention à ça, et puis lui signaler. Ça, si vous le signalez, la personne qui reçoit ce que vous indiquez de vous, en principe, doit pouvoir l'entendre. Et quand je dis qu'elle doit pouvoir l'entendre, c'est qu'elle doit même pouvoir vous dire « je comprends » ou au contraire « je ne comprends pas, ça va être trop compliqué pour moi ». Donc ça éclaircit quelque chose dès le départ de la relation. La difficulté, c'est encore une fois, c'est que je crois que vous avez l'impression de dire beaucoup de choses, mais vous dites beaucoup de choses en survol, c'est-à-dire que vous manifestez de l'agacement par rapport à un moment précis, sans signifier ce que, au fond de vous, ça peut réveiller. Donc oui, vous êtes agacé parce qu'il n'est pas arrivé à l'heure, voilà. Mais il faut aller plus loin dans ce que vous dites. Merci Annie, en tout cas. Petite devinette du jour, plutôt que de mettre des radars au bord des routes, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour que tout le monde ralentisse ? La réponse c'est après les infos, et vous pouvez vous aussi bien sûr réagir au sujet du pardon au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, nous continuons avec Anne-Laure Buffet à vous aider à comprendre de quoi il s'agit quand on parle du pardon. Je dis bien de quoi il s'agit parce qu'après, on n'a pas à vous donner de conseils qu'il faut pardonner ou pas. Chacun fait comme il veut. Hein. C'est terrible, le pardon. On n'est pas obligé de pardonner. On a le droit de ne pas pardonner à ses parents, à son partenaire. À qui que ce soit, d'ailleurs. Pardonner à soi-même, quand même. Vaut mieux. Oui, parfois il faut pas tout se pardonner non plus. Enfin, mais c'est vrai que quand on lit un certain nombre d'essais ou quand on entend un certain nombre de conseils en disant que la fin de la réparation, de la reconstruction après un moment difficile, c'est quand enfin le pardon est donné. La personne qui n'est pas encore prête à pardonner, c'est quand même lui poser une nouvelle injonction qui est un peu terrible. Donc, oui. Je suis d'accord, il n'est pas nécessaire de pardonner, vous avez le droit de ne pas pardonner. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre à ma devinette pourquoi, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place des radars pour que les gens ralentissent ? Est-ce que moi je peux répondre ? C'est la devinette du jour. C'est à moi que c'est posé la question. Bah oui. Mais pourquoi je pourrais répondre ? Je ne peux jamais répondre à vos devinettes. Bon. Ça prouve que vous n'allez jamais en voiture dans le bois de Boulogne. Non. Parce que quand on va dans le bois de Boulogne en voiture, vous avez plein de voitures tout d'un coup qui freinent très brutalement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des putes. Et donc ils s'arrêtent, ils ralentissent, voilà. Alors vous mettriez des putes partout. Et comme ça, il n'y a plus personne qui roulerait vite. Je vous assure, ça marcherait très très bien. Il faut que j'en parle à je sais pas quel ministre. Bon, allez. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Delphine. Alors, on va revenir sur le pardon avec vous, je crois. Hein. Oui. Alors moi, je suis du signe Scorpion, Brigitte. J'étais, parce que maintenant j'ai 52 ans. Vous êtes toujours, mais alors vous êtes quel ascendant ? J'étais très très rancunière. Vous êtes quel ascendant ? Parce que c'est pas, vous savez, le signe. Scorpion, ascendant Scorpion. Ah oui, quand même. Et vous savez en quoi vous avez votre lune pendant qu'on y est, puisqu'on fait un tout petit peu d'astro. Les 3 choses principales, c'est le soleil, l'ascendant et la lune. Ah non, la lune, je sais pas. Oui, donc... voilà, faudra que je cherche alors. faudra regarder. Oui, moi, par rapport à mon caractère qui est très... Le pardon, ça a toujours été très difficile pour moi quand on me faisait du mal. Oui, mais vous savez, en même temps, on va pas faire de l'astrologie pendant 1 heure, hein, rassurez-vous, Anne-Laure. Le Scorpion, c'est aussi le maître de la maison 8, qui est la maison où la plus grande capacité à faire le deuil pour renaître. Hein. Donc c'est pas forcément impossible pour un Scorpion de redémarrer quelque chose. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai vécu un divorce très difficile, j'ai 3 filles et quand j'ai divorcé, mon aînée avait 17 ans et elle a pris parti pour son papa, elle a même témoigné contre moi, c'était très très difficile. Elle a même été... parce que je me suis remariée suite à ce divorce, j'ai rencontré l'homme de ma vie, qui est Scorpion aussi, et son ex-femme est rentrée dans notre vie. Et elle a même utilisé mes enfants contre moi. Donc c'est quelqu'un qui est très manipulatrice. Et pendant 4 ans, ma fille ne m'a pas adressé la parole. Donc ça a été très douloureux pour moi parce que j'ai eu ma fille très jeune. Je l'ai eue à 20 ans. Et c'est vrai qu'on avait des rapports très fusionnels, quoi. C'était mon premier bébé et j'étais très très proche d'elle, quoi. Donc ça a été une blessure immense. Voir que ma fille me trahissait pour son papa, je pouvais encore lui pardonner, mais pour l'ex-femme de mon mari, ça a été très dur. Très très dur, que ma fille ne me parle pas ou que quand on se voyait, c'était pour avoir des conflits, des reproches. Mais vous savez Delphine, vous le dites bien, c'était très 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 dur. Eh bien, tant que la souffrance est aussi intense, on ne peut pas pardonner. Parce qu'on s'écroule si on pardonne avec une telle souffrance. Mais du fait que c'était ma fille, c'était très dur. Et puis en même temps, je pouvais pas accepter de perdre mon enfant. Donc j'ai tout fait pour essayer de renouer avec elle. Et je pardonnais ses insultes, ses conflits, les reproches, en espérant toujours qu'elle me revienne. Et ça a duré pendant plus de 4 ans où elle ne m'a pas adressé la parole.
Et c'était difficile parce que je voyais ma fille chez mes parents. Elle appelait ma mère Mamou. Donc c'est encore plus douloureux pour moi parce que moi, elle ne m'adressait pas, elle m'ignorait. Et on était dans la même pièce. Donc c'était vraiment une douleur intense. Alors aujourd'hui, maintenant, ça va faire plus de... ma fille a 31 ans et on se reparle depuis... ça doit faire maintenant plus de 5 ans où nos rapports sont excellents, je vais dire. Elle a eu des enfants, elle ? Non, elle n'a pas eu d'enfants. Il a fallu, je pense, que je lâche, en fait, que je lui fasse comprendre. Parce que je pense que ma fille, tant qu'elle sentait que moi j'étais en demande et que j'étais prête à accepter, en fait, j'étais maltraitée. Voilà. Plus j'acceptais, plus j'étais maltraitée. Et mon mari est parti travailler à l'étranger. Et juste avant qu'il parte à l'étranger, je l'ai annoncé à mes enfants, à mon ex-mari, parce que je prenais ma dernière avec moi. Donc il fallait l'accord de mon ex-mari. Et là, ma fille aînée l'a mal accepté. Donc elle m'a appelée le jour de la fête des mères. Et là, elle m'a insultée, elle m'a reproché, elle est retournée dans le passé, mon divorce, ma séparation, qu'elle avait souffert. Et puis, on a presque l'impression, je sais pas, comme ça, c'est ce qui me vient. Hein, on a presque l'impression que votre fille, quand elle a 17 ans, quand elle commence à vous lâcher, à vous insulter, on a presque l'impression qu'elle vous en a voulu, que vous ne vous soyez pas battu pour garder son père. Alors, c'est lui qui est parti. Je sais, j'ai compris. Mais elle vous a, comme si c'était de votre faute, si c'était de votre faute, et que ça, parce que ça pouvait pas être la faute du papa qu'elle a certainement un peu idéalisé. Ah oui. Et elle vous en a voulu, et c'est son mal-être, qui a fait qu'elle vous a insulté. C'était que, moi, mon ex-mari, on n'a jamais eu un couple très équilibré. Il était plus âgé que moi, donc j'attendais avec mes rêves de jeune fille que ce soit un père comme mon père, très proche de ses enfants, de sa famille. Et en fait, non, mon ex-mari, ça l'éclatait pas de voir les premiers pas de ses enfants, que moi, je voulais pas rater une minute de l'éveil de mes bébés, quoi. Et lui, il n'avait pas ça ne faisait rien, il n'avait pas envie. Oui. Et ça a été difficile déjà d'accepter ça. Et puis ma fille m'a dit, mais en fait c'est vrai que moi j'ai toujours vécu que pour mes enfants. J'avais un petit boulot en mairie, ma maison et mes enfants. Tout était autour de mes filles. Et j'ai rencontré mon mari actuel, donc ça va faire 17 ans. Et là, j'ai aimé vraiment, et quelqu'un m'a aimé pour ce que j'étais. Et j'ai enfin découvert un papa poule, parce que lui était aussi papa de 3 enfants. Et c'était l'homme que je rêvais d'avoir comme père pour mes enfants. Malheureusement, j'ai pas eu ça comme papa pour mes enfants. Et ma fille m'a dit, mais tu as aimé, avant tu vivais pour nous, maman, et il n'y avait que nous. Et tu n'aimais que moi. Et un jour, tu l'as rencontré et là, tu as aimé quelqu'un d'autre que moi. Ce qu'elle n'a pas supporté, en fait, c'est la rupture du lien fusionnel que vous aviez toutes les deux. Voilà. Elle s'est sentie abandonnée. Oui. Alors, c'est son ressenti, mais elle s'est sentie abandonnée. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, moi j'ai pensé comme vous, quoi. Mais je l'ai pas abandonnée. Je me suis enfin découverte. Ah, mais je dis pas, je dis pas, Delphine, que vous l'avez abandonnée. Je dis que votre fille avait déjà son père qui partait, donc qui d'une certaine manière l'abandonnait. Et vous, plutôt que de rester dans un lien extrêmement fusionnel avec vos filles, entre autres elles, vous avez l'idée saugrenue de tomber amoureuse d'un autre homme, donc d'empêcher le retour du père, finalement, si un autre homme... Oui, mais il y a un détail essentiel que vous ne nous aviez pas donné, c'est-à-dire qu'elle a commencé à vous en vouloir et à plus vous parler à partir du moment où vous êtes tombée amoureuse de cet homme. Et non pas quand... Non, la première année, Brigitte, comme lui, mon mari avait 3 enfants, on a eu l'impression vraiment d'avoir une famille recomposée. Oui, d'accord, mais c'est le jour où elle a rencontré son ex-femme, qui est partie en vacances avec mon ex-mari, c'était Dallas, sans que nous, on l'a su après par les enfants, parce que la fille aînée de mon mari et ma fille aînée s'entendaient super bien, donc elles voulaient se voir pendant les vacances d'été, et les 2 ex-conjoints qui se connaissaient ni d'elle ni d'Adam. La question... c'est là que ça a démarré, les conflits avec ma fille. Quand donc... mais qu'on comprenne bien, les conflits ont démarré donc après que vous ayez rencontré cet homme dont avec qui vous êtes mariée aujourd'hui ? Oui.
Donc ça tient pas, l'argument qu'elle vous donne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui colle pas dans votre témoignage. À un moment donné, le moment où elle commence à vous insulter et à plus vouloir vous parler, c'est pas au moment où vous tombez amoureuse de cet homme, c'est après. Non, c'est après. Donc, après, parce que avec cette manipulatrice qui lui aura dit mais en fait votre maman est comme mon ex-mari, ils se comportent comme des ados de 15 ans. En tout cas, c'est un peu complexe. Là, ma fille m'a reproché tout ça. Non, mais excusez-moi, là c'est un peu trop complexe pour qu'on puisse tout de suite en tirer un diagnostic. Mais ce qu'elle vous dit ne tient pas. Hein. Je suis désolée, c'est pas à ce moment-là. Elle a retravaillé son souvenir pour que ça l'arrange elle, mais il y a quelque chose qui est pas. Oui, il me semble qu'il y a quelque chose. Vous êtes d'accord, Anne-Laure, hein, il y a quelque chose qui tient pas dans ce que vous dites. Donc à voir. En tout cas, aujourd'hui, est-ce que vous avez pu, quelle que soit la façon dont elle vous a présenté ses raisons, votre fille, est-ce que vous pouvez lui pardonner, ou est-ce que vous avez pu lui pardonner, ou est-ce que vous souhaitez lui pardonner et c'est pas fait, ou est-ce que vous n'avez pas envie de lui pardonner? C'est-à-dire que j'ai été très loin. C'est-à-dire que quand un jour j'en pouvais plus de ses reproches, de ses insultes, et c'était le jour de la fête des mères. Non mais juste aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. À l'heure actuelle, oui, j'ai renoué avec ma fille. Mais vous lui avez pardonné, oui ou non? Je lui ai pardonné parce que c'est mon enfant, et je sens qu'elle est toujours en souffrance. Certainement. Oui, peut-être, mais l'important c'est vous. Exactement. Merci Delphine, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant toujours au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Anne-Laure Buffet, nous évoquons le pardon et c'est drôle parce qu'on entend depuis tout à l'heure des gens et on voit bien que entre l'impression qu'on a d'avoir pardonné et la réalité, c'est pas non plus toujours aussi limpide. Un peu flou. Vous êtes d'accord? Bonjour Marianne. Bonjour Brigitte, je suis contente de vous avoir. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Marianne. Merci, on vous écoute, allez-y. C'est une situation assez compliquée. Ma maman et mon papa ont fait des AVC. Celui de maman est plus récent. Elle a 89 ans. J'ai dû prendre une décision compliquée parce que un jour ma sœur, je n'étais pas mobile moi ce jour-là, mais ma sœur a fait une visite chez maman et elle avait constaté des ecchymoses, notamment au niveau de l'œil. On en avait un peu partout. C'était pas les premiers non plus que nous constations. Normal, je sais qu'elle prend des anticoagulants et qu'elle marque très vite. Mais suite à l'AVC, vous savez que ça génère aussi souvent des comportements assez agressifs parfois. Et suite au dire de ma sœur, j'ai demandé à la gendarmerie de venir constater si oui ou non il y avait eu un coup porté sur ma maman. C'est mon beau-papa, mais que je considère comme mon papou depuis 16 ans qu'il m'élève, j'en ai 47 aujourd'hui. Donc, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma petite mère. Et du coup, elle a subi quelque chose d'assez traumatisant parce que la gendarmerie, infirmière, déshabillage, constat des coups ou pas. Et mes deux autres sœurs, eux, m'ont pardonné parce que... la conclusion a été laquelle de la gendarmerie? La conclusion, la gendarmerie n'a pas donné suite. Moi, je n'avais pas porté plainte, j'avais juste demandé de faire constater. D'accord, mais est-ce qu'ils ont constaté qu'il y avait en effet eu des coups ou pas? On ne sait pas en fait, parce que vous savez, quand j'étais petite, on ne sait pas. Moi, je crois papou et je crois maman. Mais le fait que quand j'étais petite, mon géniteur nous frappait beaucoup. Et à chaque fois, je devais dire que non, le bleu, j'étais tombée ou je m'étais cognée. Et maman, donc ça a réactivé votre blessure, évidemment. Je comprends. Mais suite à cela, j'espère que je me suis fourvoyée. Parce que mon papou, c'est quelqu'un d'adorable. Je l'aime de tout mon cœur. Je me suis excusée, je leur ai présenté mes excuses, mais je ne sais pas comment vous imaginez à quel point je me sentais même idiote, mais je ne voulais pas que maman revive ça encore et encore. Et en fait, vous avez voulu, comme le dit Brigitte, il y a quelque chose qui a été réactivé à ce moment-là en apprenant les ecchymoses de votre enfance, et vous avez voulu, c'est la petite fille qui a voulu protéger sa maman.
Ouais, c'est ça. Mais mes deux autres sœurs ne me le pardonnent pas. Elles m'ont dit, une m'a dit, qui est très pieuse, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Oui. Mais il y a quelque chose de cassé. Les deux autres, c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'elles ne vous pardonnent pas Oui. Qu'est-ce qu'elles ne vous pardonnent pas d'avoir fait venir la gendarmerie? Ou d'avoir fait venir les gendarmes, d'avoir que maman se soit fait humilier par une infirmière, d'être déshabillée, d'avoir mis la parole de Papou en doute. Et c'est très dur. Je leur ai demandé de m'excuser. J'ai essayé, mais il y a quelque chose qui est cassé. Marianne, je crois que dans cette situation-là, la réalité, c'est ce que vous racontez, mais la véritable cause de ces conflits familiaux, elle est ailleurs. C'est-à-dire que vos sœurs ne supportent pas ce que votre mère vient de vivre, c'est-à-dire cet AVC, et peut-être qu'elle est tombée ou je ne sais quoi. Enfin bon, bref, en tout cas. Et donc, elles vont dévier, si je puis dire, leur souffrance par rapport à ce que votre mère traverse. Et quoi de mieux que de trouver le bouc émissaire? Et qui est le bouc émissaire dans l'histoire? C'est vous. Votre mère et votre beau-père, ils vous ont pardonné? Alors, oui, puisque j'y suis retournée, je suis allée même vivre après l'AVC chez eux quelques jours pour soutenir ma maman. Et ça se passait très très bien avec Papou et enfin, ça s'est passé après l'intervention des gendarmes. Oui, je suis retournée, on riait ensemble, je les aidais, enfin tout ça. Enfin, et puis c'est mes deux autres sœurs, en fait, mes trois autres sœurs ne vivent pas dans la région dans laquelle nous vivons avec ma sœur aînée. Et elles sont jamais là, en fait. Elles arrivent une fois de temps en temps. Et donc c'est facile. Et lorsqu'elles sont revenues, eh bien elles ont remonté le bourrichon et j'ai entendu, j'ai lu des choses comme quoi ma Papou me tolérait, qu'il le faisait pour maman, alors que lorsqu'on se voit, c'est bonjour, je t'aime, oui, bisous, ça va. Non mais Marianne, je crois vraiment que faut que vous compreniez que vous êtes le bouc émissaire de l'histoire et que vous êtes celle par qui le malheur est arrivé, plutôt que de prendre conscience que votre mère, elle est âgée, elle a 89 ans, elle a subi un AVC, je ne sais pas si c'est grave ou pas, ou est-ce Non, il y a qu'une complication d'aphasie, c'est tout. Mais ce qui m'a énervée aussi, c'est que c'est moi qui l'ai découvert en l'appelant maman, parce que mes fameuses sœurs là qui sont loin. Moi, je l'appelle tous les jours, maman, et je vais la voir. Et ça fait déjà 3 heures lorsque je l'ai appelée que j'ai constaté. Mais voyez, votre témoignage confirme bien ce que je dis, c'est que toutes ces sœurs sont en train de prendre conscience que leur maman n'est pas immortelle, et ça crée ça remonte beaucoup de douleur, beaucoup de jalousie, beaucoup de colère, et peut-être que vous êtes peut-être un peu celle qui est peut-être un peu la plus proche de votre mère. Je suis la dernière. Et j'habite à côté, voilà. Et vous êtes peut-être un peu la préférée de votre mère et elle vous en veut. Non, il n'y a pas de préférence. Non, ce serait bien la seule famille où il n'y a pas de préférence. Non, mais j'ai vécu avec elle des choses assez dramatiques avec mon géniteur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu peur. En tout cas, Marianne, vous êtes en train de subir toute cette histoire familiale qui va malheureusement durer, et il faut que vous arriviez à vous éloigner de ça, parce que vous arriviez à leur pardonner de ne pas vous pardonner. Est-ce que je peux me pardonner et m'excuser à moi aussi? Bien sûr. Vous avez rien à vous reprocher, Marianne. Vous avez réagi, encore une fois, même si on pourrait dire qu'effectivement c'est votre passé qui vous a fait agir, vous avez réagi comme l'enfant d'un parent fragilisé par la maladie qui cherche à protéger son parent. Donc, que je sache, vous n'avez rien fait contre vos sœurs, vous n'avez pas cherché à nuire à vos sœurs, vous n'avez pas cherché à nuire à votre beau-père, vous avez cherché à protéger votre mère. C'est ça. Donc après, effectivement, que vos sœurs l'entendent différemment, ou que si elles se retrouvent mises dans une forme de difficulté face à ça, c'est leur histoire. Et c'est pour ça que je vous dis, d'une certaine manière, soulagez-vous. Alors pardonnez-vous, vous avez fait ce que vous deviez faire, mais pardonnez-leur de ne pas vous pardonner. En fait, je crois qu'il y a une chose importante à entendre, Marianne. Il nous arrive à tous parfois de faire mal, mais quand on a fait mal parce qu'on a cru vouloir bien faire, on a absolument le droit de se pardonner. Ouais. Voilà.
Allez, bon courage, Bon courage. Marianne. Et puis, je pense malheureusement que ça va pas s'arranger tout seul, cette histoire de famille. On fait une petite pause, on retrouve notre Love Conseil, toujours les idées reçues sur les croyances, ce qui concerne la sexualité normative. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, aujourd'hui, je vais évoquer les mythes et les croyances qui sont plutôt masculines. Bah oui, Anne-Laure Buffet, on a évoqué depuis lundi pas mal de mythes dans la sexualité. Hier, on parlait justement de la sexualité reproductive. Et aujourd'hui, je vais parler donc des croyances masculines, notamment sur la taille du pénis. Et c'est vrai que beaucoup d'hommes, à cause de cette croyance qu'il faut avoir un pénis le plus puissant, le plus grand, le plus long, le plus gros possible, ils se sentent assez petits et développent le complexe du vestiaire. Alors, cela dit, c'est pas complètement anodin, la taille du pénis. Pour certaines femmes, c'est important, pour d'autres, non. Ce qu'il faut quand même juste rappeler, c'est que le vagin, d'abord, c'est pas si profond que ça. C'est 8 à 10 cm. Donc, si vous en avez un qui fait 25 cm, il en restera beaucoup dehors. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Hein. Ensuite, la partie la plus sensible, la plupart du temps, pour la majorité des femmes, se trouve à peu près au niveau du point G. Même si, attention, il y a des femmes qui aiment qu'on aille toucher le col de l'utérus, mais dans la majorité des femmes, et en plus beaucoup de femmes de toute façon n'ont pas d'orgasme réellement lors de du coït. Donc tout ça n'est pas si important que ça. Ensuite, ça dépend des positions. Alors c'est vrai que la levrette est une position qui est meilleure pour donner du plaisir aux femmes si vous avez un sexe qui est pas très long et surtout qui est assez fin. Voilà, c'est important de le dire. Et puis alors, un autre mythe typiquement masculin, c'est un homme qui dit toujours qu'il a besoin de faire l'amour tout le temps. Ça fait partie d'une croyance masculine très, très forte. Et que les femmes acceptent. Et que les femmes acceptent. Alors ça les arrange bien de croire ça. C'est vrai que depuis longtemps, l'homme avait le droit d'accomplir son devoir conjugal. Mais en fait, le besoin de faire l'amour n'existe pas. On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de boire pour survivre, mais on n'a pas besoin de faire l'amour. Même si, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies sexuelles, et que quand on a vraiment beaucoup d'envie de faire l'amour, autant essayer de trouver une femme qui aime ça aussi. Hein. Mais je pense que c'est important que les hommes parlent plutôt de leurs désirs que de leurs besoins. Ça évitera déjà beaucoup de problèmes dans les couples. Je suis bien d'accord. Voilà. Bien d'accord, et c'est vrai qu'on l'entend encore beaucoup. On entend encore beaucoup de femmes qui acceptent, et j'aurais tendance à dire plutôt se soumettent aux demandes de relations sexuelles de leur conjoint en disant oui, mais il a des gros besoins. Non, il n'a pas de gros besoins. Il a peut-être énormément de désirs, c'est peut-être à discuter avec lui, mais il ne peut pas avoir de gros besoins, ça n'existe pas. En tout cas, on peut l'entendre au sens de besoin, comme on a besoin je ne sais pas moi, de s'amuser, mais c'est pas, il va pas mourir si on lui fait pas l'amour. Hein, il n'est pas mis en danger. Il n'est pas mis en danger. Hein, voilà, c'est important. David, bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour David. Alors vous avez reçu ce petit objet là qui ressemble à une sorte de grenouille, tétard, je sais pas. Mais en fait c'est un cock ring vibrant connecté Bouliaise de la marque Satisfyer que l'on trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Je vous laisse le décrire, vous direz que ça ressemble à quoi vous David? C'est un cock ring, il est beaucoup plus épais au niveau juste en dessous du nombril en fin de compte, et c'est vrai qu'il est assez épais. J'ai mis un moment avant de m'en servir parce que c'est vrai que ça nous a pas très attiré au début, et en fin de compte on l'a essayé une fois et ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Alors, il est vibrant, il est tout à fait vibrant, il y a plusieurs vitesses. Dont une qui est assez forte, donc on n'a pas utilisé la puissance maximum, mais c'est vrai qu'un jour en rigolant, on l'a pris plus en rigolant qu'en voulant faire un exploit sexuel lors d'un andromaque, et ça s'est super bien passé. Donc elle était sur vous, c'est ça? Ouais, ça, tout à fait. Et du coup, elle a bien profité de la vibration du cock ring, j'imagine.
Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'il est, entre guillemets, pour nous, il est fait pour cette position-là et pas pour les autres. On se calme, Anne-Laure Buffet. Je suis très calme, mais j'essayais de voir le truc de vibration, là, et voilà. Il y a de quoi faire. C'est un instrument assez sympa. Alors, le petit point rouge, c'est que pour le charger, c'est vrai que le système de chargement n'est pas au top, puisque c'est légèrement aimanté et ça se défait tout le temps. Sinon, l'objet en lui-même est sympa pour cette position. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous maintenant pratiquement rechargeables avec notre prise qui recharge le téléphone ou sur l'ordinateur. Et c'est vrai qu'il faut bien le caler pour que ça reste branché. Oui. Mais bon, ça c'est embêtant, j'arrive plus à l'éteindre. Il faut appuyer longtemps. C'est un métier, Anne-Laure. Oui, c'est des jouets. Ça y est, c'est fini. Bon. Très bien. Bon, en tout cas, il est assez perfectionné, puisque je crois qu'on peut l'utiliser aussi avec son téléphone. Il y a dans l'eau, oui, il est waterproof, il est connecté. Voilà. Et puis, l'avantage de ces objets, les coquerings vibrants, c'est que l'homme et la femme peuvent en profiter en même temps. Tout à fait. Non, c'est sympa. C'est sympa. Quelle note vous lui donnez ? 8. 8 sur 10, oui, c'est une bonne note. Vous vouliez dire, pardon, je vous ai coupé. Non, c'est au premier abord, c'est vrai que ça nous a paru très gros, bizarre pour s'en servir et de le sortir pendant l'acte, mais on s'est rendu compte sur une petite plaisanterie, on l'a pris et ça s'est très bien passé. Et depuis, on l'a repris 2-3 fois. C'est sympa. Continuez à vous amuser avec, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Brigitte. C'est moi qui vous remercie de l'avoir testé pour nous. Merci, David. Gaëlle est avec nous maintenant. Bonjour, Gaëlle. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Gaëlle. Alors moi je voulais vous parler du sujet, donc le pardon. Oui. Donc moi j'ai pardonné en gros à mon passé, mais en priorité à ma mère. Parce que c'était quand j'ai perdu mon père, elle est devenue alcoolique et elle s'est effondrée en fait. Elle n'a pas réussi à dépasser le deuil. Et vous aviez quel âge quand vous perdez votre père ? J'avais 8 ans. Oui, donc vous aviez encore besoin d'elle. Oui, c'est ça. Et en fait, faut savoir que c'était le troisième enfant de la famille pour mes grands-parents. Donc en fait, tout le monde était effondré et personne... Vous voulez dire que vos grands-parents, c'est le troisième fils qu'ils perdaient, oui, en effet. Ouais, donc ça faisait beaucoup et du coup, tout le monde... Tout le monde n'a pas su gérer, en tout cas la petite fille que j'étais à l'époque. Et voilà, et il a fallu que, avec les années, j'ai compris qu'il fallait que je pardonne pour pouvoir vivre une vie d'adulte saine et libérée de tous ces traumas, quoi. Sinon, vous restiez dans ce que Brigitte évoquait au début d'émission, la tristesse ou la colère. Ouais, c'est ça, exactement. La tristesse, toutes les blessures qu'on peut avoir, parce que j'ai été rejetée, j'étais abandonnée par rapport à tout ce que ma mère m'a fait subir, puisque j'ai pris son rôle en fait à partir des 8 ans quand mon père est décédé, j'ai pris son rôle totalement. Et, vous avez été un enfant parentifié ? Oui, ouais, on peut dire ça. Et, un enfant thérapeute, comme dit Samuel. Un enfant thérapeute. Après, encore une fois, j'avais demandé de l'aide, mais personne n'était en capacité de le faire et tout ça, je l'ai compris, mais bien plus tard. Mais est-ce que Gaëlle, à partir du moment où vous lui avez pardonné, est-ce que vous avez eu l'impression justement qu'il y avait quelque chose qui vous a permis de grandir d'un seul coup ? Ah oui, en tout cas, moi oui. Vraiment, ça m'a permis de grandir et d'être en paix en fait. Oui, mais c'est ça que je crois qui peut être intéressant dans votre témoignage pour tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'à un moment donné, au départ, on reste en effet dans la colère, dans la tristesse et dans la rancœur aussi. On en veut à sa mère aussi parce que c'est plus facile aussi de lui en vouloir que de lui pardonner. Faut bien le dire. Et puis à un moment, on arrive à pardonner parce qu'on sait que chacun fait ce qu'il peut et que finalement, elle a pas pu faire autrement sans doute. Et puis
puis à ce moment-là, vous vous libérez aussi la petite fille qui est en vous et vous grandissez tout simplement. Vous avez pu en parler avec elle ? On a perdu Gaëlle, mais on va essayer de la retrouver. C'est important de pouvoir se prendre conscience qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut se libérer de tout ça. Gaëlle ? Oui, c'est bon, désolé, ça a coupé, je sais pas. Vous avez pu en parler avec votre mère ? Non, vraiment pas. Enfin, c'était... en fait, jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a pas du tout passé le deuil. Elle s'est détruite toute sa vie, en fait. Mm-hmm. Et donc, elle a subi des choses atroces. Maintenant, avec le recul, voilà, je me rends bien compte que pour elle, c'était impossible Enfin, elle n'avait pas la force, en tout cas, de dépasser ça. Donc... Mais j'ai jamais pu en parler avec elle, en tout cas. Et vous aujourd'hui, vous êtes mariée, vous êtes en couple, vous avez des enfants, Oui, tout à fait. Je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants. Et c'est vrai, c'est aussi pour ça que c'est pour eux que j'ai aussi baissé... Parce que je me suis construite avec des barrières pour me protéger. En étant enfant, je me suis vraiment protégée contre l'agression de la vie. Enfin, pour moi, c'était comme ça. C'était vraiment une agression. Mm-hmm. Et à un moment donné dans ma vie, il a fallu que je les baisse. Enfin, j'ai décidé de les baisser, ces barrières, pour pouvoir affronter ces blessures et pouvoir en guérir. Bien sûr. Et puis ça évite aussi que vous répétiez avec vos enfants, parce que c'est un risque de répéter un schéma familial ou parental, justement de ce que on disait, ce que vous évoquiez tout à l'heure, de parentaliser les enfants, c'est-à-dire leur donner finalement le rôle du thérapeute. Pour reprendre le titre. D'ailleurs, je vous invite à lire ce livre de Samuel Dock qui s'appelle L'enfant thérapeute. Et c'est une histoire à la fois différente et à la fois similaire. C'est-à-dire que, tout comme vous, Samuel raconte son histoire dedans et il raconte le moment où il est obligé d'être le parent thérapeute de sa propre mère qui est en difficulté. Donc, mais Gaëlle, il y a une chose quand même dans cette histoire qui est positive, c'est qu'au fond votre mère, en s'effondrant comme ça, vous a permis de vous rendre compte, enfant, que vous pouviez vous être solide. Ah mais totalement. Enfin, moi je le dis très souvent et quand je parle de mon histoire, j'aurais très bien pu mal tourner X fois. Par des mauvaises fréquentations ou dans l'alcool ou enfin j'en sais rien, mais j'ai toujours refusé d'être dépendante de quoi que ce soit en fait. Vous aviez qui comme adulte autour de vous, parce que les grands-parents absents, la mère absente? Après il y avait les amis, j'étais beaucoup entourée, il y avait les amis proches aussi, mais en fait ils ont tous été tellement effondrés et dépassés par la mort de mon père et l'histoire de ma mère, de la façon où elle vivait ça, en fait, ils étaient totalement dépassés. Mmh. Mais vous avez forcément eu des adultes qui ont servi de tuteur, je sais pas, peut-être une institutrice, un voisin. Franchement, ou alors je l'ai pas conscientisé, parce même au niveau scolaire, c'était comme je surveillais ma mère, que je venais pas souvent à l'école, puisque je surveillais ma mère qui était dans un état alcoolisé catastrophique et j'avais peur. En plus, elle prenait des médicaments, donc souvent je la surveillais pour... D'accord, mais je sais pas, vous aimiez aller dans la nature, vous aviez un animal, vous aviez... J'avais les animaux. Oui, c'est ça, j'avais les animaux. J'avais des chiens. D'accord, et ben voilà, vous avez eu... Donc il y a eu un support. Ça. Oui. Ouais, non, mais c'est important parce qu'il y a toujours quelque chose à quoi se raccroche un enfant. Ou alors il tombe... il s'effondre. S'il n'y a pas le quelque chose, il s'effondre. Mais le chien, je l'entends souvent, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est un vrai support. Parce que là, vous avez de l'affection et à 100%. C'est ça. C'est qu'avec les chiens, les animaux en général, ils nous apportent de l'amour inconditionnel, quoi. Ils ne sont pas dans le jugement et puis voilà, tout simplement. Donc, et vous pouviez aller chercher la tendresse dont vous aviez besoin en tant qu'enfant entre leurs pattes, quoi. Et de la protection. Et oui, et de la protection. Ouais. C'est ça, tout à fait. Eh ben bravo. Merci Gaëlle de tout ça. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et je vais regarder pour le livre. Merci beaucoup en tout cas.
Je vous en prie. Au revoir. Merci Gaëlle. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, toujours sur Sud Radio 0826 300 300. Réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Anne-Laure Buffet qui est avec nous. Vous êtes thérapeute et auteur de nombreux livres, notamment L'amitié aux éditions Erol, un très joli livre sur l'amitié. Et il n'y a pas beaucoup de livres sur l'amitié, je peux vous le conseiller si vous avez envie de mieux comprendre ce qu'est l'amitié. Et puis on va conclure avec Patty. Bonjour Patty. Oui, bonjour Anne-Laure Buffet et bonjour Brigitte. Bonjour Patty. Bonjour. Alors c'est aussi vis-à-vis de votre mère que la question du pardon s'est posée, je crois. Oui, alors moi j'ai eu une enfance, comme je disais, j'ai grandi dans un bar, dans un café, et ma mère était occupée bien sûr au café, puis elle avait mes frères un petit peu plus âgés que moi à s'occuper, du moins le dernier. Ensuite elle avait un jardin, elle avait des poules, elle avait des lapins, enfin voilà, donc très 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 occupée. Et donc moi j'ai été livrée un peu à moi-même. Oui, et puis être livrée à soi-même dans un café, c'est pas forcément l'univers le plus paisible et le plus sain pour une petite fille, c'est sûr. Oui, tout à fait. Après, j'habitais un petit village et du coup, il n'y avait pas trop de risques. Mais bon, ceci dit, quand moi j'ai eu mes propres enfants, bien évidemment, j'ai fait l'inverse de ce que ma mère avait fait. Très, très, très rigoureuse sur le sommeil, voilà, très proche de mes enfants. Et ensuite, ma mère est décédée, j'avais une trentaine d'années, à 76 ans, parce qu'elle m'a eu à 40 ans, donc elle est décédée, pour moi, j'étais jeune. Et ensuite, quand elle est décédée, du coup, je lui en ai voulu j'ai fait un petit peu le bilan sur ma vie, parce qu'à ce moment-là, j'ai divorcé. Et donc, j'ai fait le bilan et je lui en ai voulu d'avoir choisi d'avoir un café, de s'occuper au café, d'avoir le jardin, d'avoir les animaux. Je disais, mais elle était où ma place, quoi? Pourquoi elle a fait tout ça? Pourquoi donc vous lui en voulez quand elle s'en va, quoi, en fait, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. En gros, quand elle est partie, je lui en ai voulu parce que je l'aimais beaucoup, je l'idolâtrais même. C'est après que j'ai dit, mais enfin, quand même, qu'est-ce que c'est cette mère qui laisse son enfant dans la rue, errer jusque tard le soir. À 2 ans, je traînais partout dans le village, enfin, jusqu'à 11h, minuit. Et du coup, je lui en ai voulu. Mais vous savez que ça a peut-être été un phénomène psychique positif, Patty, parce que finalement, vous l'avez bien dit, elle était un peu sur un piédestal, votre mère. Donc quand elle meurt, forcément, vous auriez pu vous effondrer. Et en lui en voulant, vous ne vous êtes pas effondré. Oui, c'est possible, oui. C'est un mécanisme de défense. Et excusez-moi, mais votre père, il était où? Il existait, bien sûr, mais pas présent, en fait, au niveau d'éducation et câlin. En fait, pas de câlin de la part de l'un ni de l'autre. Pas de tendresse, pas d'amour. En fait, je ne savais pas tout ça. Mais vous viviez, vos parents vivaient ensemble? Oui, bien sûr. Donc c'est votre mère et votre père qui vous laissaient dans la rue, qui vous laissaient... Oui, mais c'est vrai que mon père n'était pas présent. Il me semble que vous avez écrit un livre intéressant sur les mères. Oui, les mères qui blessent, oui. Mais c'est pour renforcer encore ce que dit Brigitte, et je pense qu'elle a parfaitement raison, c'est un mécanisme de protection qui s'est mis en place au moment du décès de votre mère, et où pour vous permettre de vous détacher et traverser la période de deuil que vous aviez à traverser, en fait, vous lui en voulez, vous vous autorisez à lui en vouloir, là où vous auriez pu lui en vouloir beaucoup plus jeune, de pas avoir été assez présente pour vous, vous vous autorisez à lui en vouloir à ce moment-là. Et comme ça, c'est plus facile de la perdre. C'est possible, c'est possible. Mais après, une fois que j'ai fait tout ce bilan, et puis la vie étant avancée, j'ai pris de l'âge et je lui ai pardonné, quoi. Mais j'ai pas été bien après, longtemps après, j'ai pas été bien et du coup j'ai fait un peu de mémoire cellulaire, j'ai travaillé un petit peu là-dessus, vite fait, et c'est là que j'ai dit mais non, mais quand même, je lui pardonne, quoi. En fait, je l'ai dit, mais même à mon père, quoi, je lui pardonne, je les pardonne, en fait, je les ai pardonnés. Tous les deux? Les deux. Votre père est encore en vie? Non, les deux sont décédés.
Et il est parti après ou avant votre mère? Oui, il est parti quelques années après elle, oui, tout à fait. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel à dire, pas forcément pour vous, hein, Paty, parce que je ne crois pas que vous ayez vous en ayez tellement voulu à votre mère, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un mécanisme de défense là qui s'est mis en place. Ouais, mais j'entends quand même beaucoup, et vous les entendez aussi, vos patients, Anne-Laure Buffet, de gens qui vont en vouloir à leurs parents pour des tas de choses. En fait, je crois que les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Alors après, on peut qu'on en veuille à un parent qui nous a tapé, humilié, violenté, violé, là, bien sûr. Mais après, beaucoup de parents, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit, elle a fait ce qu'elle a pu, quoi, avec la vie qu'elle a eue, la pauvre. C'était pas sa volonté, c'était comme ça, c'était la vie qu'elle avait eue. Et puis, on n'apprend pas à être parent. Et encore aujourd'hui, vous savez, il y a plein de parents qui font aussi pas ce qu'il faut, mais qui font ce qu'ils peuvent, quoi. Tout à fait. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, tous les enfants ont ce fantasme que leurs parents sont parfaits. Et si le fantasme si cette idéalisation ne trouve pas un contrepoint réel pendant la construction de l'enfant, ils vont évoluer avec ça. Et le jour où ils sont confrontés à la réalité qui est que les parents sont imparfaits, c'est pas pour autant qu'ils sont maltraitants, mais que les parents sont imparfaits, et les enfants se mettent à leur en vouloir de cette imperfection. Et parce qu'ils sont, quelque part, ils sont déçus. Pour revenir à vous, oui, votre mère, très certainement. Mais c'est intéressant que vous ayez vraiment focalisé votre colère sur votre mère et au moment de son décès. Ouais. Je pense qu'elle a raison, Brigitte, c'est ça. Ça m'a bien aidé, en tout cas, à passer le cas, parce que j'ai beaucoup de mal. Et puis aujourd'hui, je pense que vous êtes en paix et vous savez reconnaître que peut-être grâce au fait que vous avez un peu traîné, si je puis dire, dans ce café, etc., vous avez appris la vie assez tôt. Certainement que ça vous a développé une attitude psychologique supérieure aux autres, parce que quand vous rencontrez plein de gens dans un café, vous voyez le monde avec toute sa diversité. Vous savez, les enfants hyper protégés ne savent pas décoder vite. Ils sont trop protégés, les hyper protégés. Vous voyez, donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que votre mère a eu raison, c'est pas ce que je veux dire, mais au fond, de toute façon, notre passé, c'est notre passé. Mieux vaut en voir ce qu'on a pu en tirer de positif que de voir ce qu'on en tire de négatif, me semble-t-il. Mais j'en garde du positif. Mais j'entends bien, mais c'est bien. J'entends bien. Tout à fait, je trouve que finalement, je m'en sors très bien et psychologiquement, malgré certaines défaillances comme beaucoup de personnes, je m'en suis très bien sortie aussi. Il n'y a pas de souci. Et vos frères et sœurs aussi ou pas? Oh, ils étaient plus âgés que moi, donc... C'était des garçons en plus. Garçon et une fille aussi, une fille aînée. Après, c'était plus compliqué que ça. Il y avait d'autres problèmes qu'eux ont rencontrés, que moi, j'ai pas subi, mais c'était différent. Pour parler de moi, eux, je pense que non. Ils n'ont pas pardonné certaines choses à ma mère ou à mon père, quoi. Parce qu'on voit souvent, Anne-Laure Buffet, dans les fratries, il y en a un qui s'en sort bien, il y en a un qui s'en sort pas bien, il y en a d'autres qui sont ni bien ni pas bien. Enfin, chacun va traverser ça à sa façon et comme il peut. En tout cas, moi, je garde vraiment en mémoire ce que ma mère m'a appris, c'est de m'arracher dans la vie, quoi. Vraiment, c'est quelque chose que de pas baisser les bras, quoi. Jamais. C'est une belle transmission. Ouais. Ça, je trouve qu'au niveau de la volonté, je suis très très volontaire, battante, et c'est ce que j'ai gardé. C'est ce que j'ai gardé de cette éducation-là que j'ai eue. Donc, mais vous pouvez dire c'est ce que j'ai gagné. Vous avez le droit. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ce que j'ai gagné. C'est ça. Non, c'est pour ça que je la remercie à chaque fois. Je me dis, mon Dieu, mais c'est vrai que si j'avais pas eu cette éducation-là, je serais pas la femme forte que je suis aujourd'hui, quoi. Il y a aussi votre tempérament. Il y a l'éducation et puis il y a une petite part de vous.